Bonsoir et merci de nous retrouver dans la famille en question. Comment aider les ados face à la drogue et l'alcool? C'est le thème de cette émission. L'adolescence est une période fragile pendant laquelle les jeunes, souvent en quête de nouvelles sensations, consomment de manière occasionnelle ou régulière alcool et drogue. Alors entre interdiction et banalisation, comment les parents doivent-ils aborder ces questions avec leur enfant? Quand s'inquiéter? Comment aider son ado en cas de dépendance? Autour de cette table pour répondre à ces questions, je reçois Véronique Leroy. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes la mère d'Hugues, 19 ans, dépendant du cannabis depuis plusieurs années, qui a décidé de s'en sortir. On vous verra dans le reportage de cette émission. Face à vous, je reçois Serge Effez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre et psychanalyste. Vous avez notamment coécrit avec Béatrice Bantman Un écran de fumée, paru chez Hachette Littérature. Et puis enfin, nous retrouverons ce soir le père Stan Rougier. Père, bonsoir. Bonsoir. Je ne vous présente plus, vous intervenez souvent dans la famille en question. Vous avez notamment écrit Accroche ta vie à une étoile, qui est paru chez Albin Michel. Et vous portez d'ailleurs un regard plein d'espérance et de confiance sur les jeunes. Alors vous nous apporterez votre éclairage à la fin de cette émission. Avant de vous entendre chacun sur ce thème, je vous propose de regarder ce reportage qui a été réalisé avec vous, Véronique. Hugues, votre fils de 19 ans, a commencé à fumer du cannabis à l'âge de 14 ans. Il a décidé de s'en sortir. Et grâce à votre soutien, vous l'avez vraiment soutenu jusqu'au bout, grâce également à la Luciole, une association créée par des familles pour lutter contre la toxicomanie. Ce reportage a été réalisé par Laure Vintroux. Regardez. Aujourd'hui, Véronique et Hugues se rendent à la Luciole. Cette association aide des jeunes drogués à casser leur dépendance. En effet, pendant 5 ans, Hugues a consommé du cannabis au rythme d'au moins 8 pétards par jour. Au début, c'est un joint convivial que l'on fume entre amis. Mais très vite, ce joint est devenu son meilleur ami. Actuellement, Hugues est en sevrage. À son époque de grande consommation, Hugues habite chez son père et ne voit sa mère que très rarement. Une relation mère-fils quasi inexistante où la maman n'a pas toujours pu aider son fils. À ce moment-là, il n'écoutait rien du tout. Il ne m'écoutait pas. Vous savez, ils disent « je gère », oui. « Ne t'inquiète pas, Moser, je gère ». Voilà les paroles de Hugues. Dans ces cas-là, ils ne veulent plus rien entendre, mais moi je dis les choses, donc je dis des choses qui je ne vais pas, éviter de dire les choses qui font mal, donc je les dis. Et dans ces cas-là, il y a toujours un conflit, et ce qui fait le plus mal, c'est d'être constamment en conflit avec son enfant. À cette époque, Hugues est fier. Alors, l'aide de sa mère, il n'en est en effet pas question. L'aide de ma mère, je la voyais un peu comme le côté répressif, moralisateur des parents. Donc un peu, je le voyais un peu comme l'autorité, quoi. L'aide de ma mère, je l'accepte à différents stades de ma dépendance, je l'ai acceptée différemment, en fait. Au début, je ne l'acceptais pas du tout. Après, elle a commencé à me parler, je l'écoutais, mais pas vraiment. Et puis quand j'ai vraiment voulu m'en sortir par moi-même, là, je suis allé vers elle. C'est d'ailleurs sa maman qui lui a donné le téléphone de l'association La Luciole. Mais ce n'est qu'un an après qu'il fait le premier pas, acceptant ainsi le bras tendu de sa maman. À partir de ce moment-là, une nouvelle relation se construit, une relation essentielle dans sa reconstruction. Je peux rediscuter de choses qui ne sont pas justement le produit, ma dépendance, ou je peux discuter d'autres choses, quoi, comme un fils, il parle à sa mère. J'avais pas de relation avec ma mère, donc en fait, tous les petits trucs de la vie quotidienne, ben moi, je trouve ça génial, quoi. On partage beaucoup de choses maintenant ensemble, des sorties, il vient avec moi voir des amis, on passe des soirées ensemble, on rit ensemble. On rit ensemble, de nouveau. Les moments de joie, c'est maintenant. Ça fait 2 ans qu'on n'a plus de moments de joie. Et alors aujourd'hui, c'est quoi ces moments de joie, justement? Aujourd'hui, c'est de retrouver mon fils. C'est de retrouver mon fils. C'est dans la complicité qu'une mère et son fils se redécouvrent et s'apprivoisent. Mais ce n'est pas toujours facile car une culpabilité est présente entre les deux. Je suis conscient de lui avoir fait du mal, mais je pourrais jamais lui
je pourrais pas lui redonner, quoi. Je veux dire, les 2 ou 3 années où je l'ai fait souffrir, eh ben, je peux pas revenir en arrière, quoi, sur ces années-là. Donc, je pense que c'est ça qui est le plus dur à vivre pour ma part. Pour moi, c'est que d'avoir conscience maintenant de l'avoir fait souffrir beaucoup, alors qu'elle m'aime énormément et que elle a jamais. Moi, j'ai rompu le dialogue avec elle, pourtant. J'ai voulu le rompre, mais que elle m'a jamais abandonné et que moi, j'ai continué à la faire souffrir comme ça pendant un petit moment quand même. Je pense que c'est difficile à vivre pour moi, je culpabilise un peu, quoi. Pour essayer de faire face à cette culpabilité, Véronique doit bien s'en remettre à quelqu'un. En effet, pour aider son fils, elle a elle aussi besoin de soutien. Je me rouspète souvent avec Dieu, parce que pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi c'est dur? C'est pourquoi j'ai le droit à ça? Mais le fait de lui parler, c'est que je sens qu'il y a quelqu'un avec moi, même si je pense qu'ils m'aident pas toujours, mais bon. Je pense que la foi m'aide, oui. Il y a une présence, oui. Il faut garder l'espérance. L'espoir fait vivre. Et bien sûr, et quand c'est son enfant et qu'on l'accompagne, on a toujours espoir. L'espoir, c'est le pain quotidien de ce fils prodigue qui court dans les bras de sa mère pour lui dire pardon. L'espoir, c'est aussi ce qui motive Hugues et Véronique à avancer sur le chemin d'une vie sans drogue. Véronique, on vient de voir ce reportage, cet échange entre vous et votre fils. On va revenir un petit peu en arrière pour savoir comment est-ce que vous avez réalisé que votre fils était dépendant. Les liens changent, la communication change, il y en a de moins en moins. Mon fils Hugues, à l'époque, était en école d'ingénieur très loin de moi. Il était à plus de 500 km, donc il ne revenait que pour les vacances scolaires. C'était encore plus dur de voir ce qui se passait. Mais ça, c'est sûr que la communication change. Et il y en a de moins en moins. Alors, quand vous avez pris conscience de ça, j'imagine que ça a dû prendre quand même un peu de temps. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez réussi à en parler? Ou qu'est-ce que vous avez pensé faire? Au début, on réagit assez... enfin, moi, ma réaction a été plutôt vive. Parce que c'était je t'interdis de. Alors je pense que c'est pas des paroles à dire, mais on est assez impuissant devant ce problème. Et ensuite, c'est l'accompagner, essayer qu'il n'y ait pas une grosse dérive, quoi. Ça passait par quoi? Ça passait par le dialogue, même s'il n'entendait pas tout. Parce que vous dites dans le sujet que le dialogue était quand même assez... Alors, il y a eu un moment de rupture totale du dialogue en ce qui le concerne, lui. Et vous n'avez jamais rompu, en fait, non, de votre côté? Non, maintenant, il ne faut pas. Il faut pas. Et vous évoquiez le fait que vous avez commencé par ce contact un petit peu. Vous parliez dans le reportage du fait de donner des contacts d'associations. Oui, donc ça passait par des actes au départ, assez concrets. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qu'il faut, c'est qu'en tant que parent, il faut se renseigner parce qu'on n'est pas... on ne peut pas tout seul, de toute façon, on a besoin d'aide, donc il faut aller voir des spécialistes. Donc moi, je me suis renseignée si lui n'y allait pas. Donc auprès de qui? Je lui ai donné des adresses auprès de mon médecin. Pour essayer de savoir où il y avait des centres d'addictologie, où il pouvait aller consulter. Et toutes ces adresses, je lui ai données, mais on ne peut pas aller à la place de son enfant. Donc il faut attendre le déclic, il faut attendre le moment. Et il faut essayer de faire en sorte que le moment arrive vite. Mais bon, c'est lui qui doit décider, c'est son enfant qui doit décider. Et vous, qu'est-ce que vous vous êtes posé comme question quand vous avez compris qu'il y avait vraiment cette dépendance de votre fils à l'égard du cannabis? Et quel questionnement ça a soulevé chez vous?
Alors, j'aurais envie de vous dire que le problème, bien sûr qu'on se pose des questions. On se dit pourquoi il s'est mis à fumer du cannabis. C'est parce qu'il est malheureux. Donc, s'il est malheureux, c'est de ma faute. Parce que pour moi, il n'y a pas de jeunes qui prennent de la drogue pour être heureux, hein. Donc, s'il est malheureux, c'est de ma faute. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui que c'est pas là. Je veux dire, faut pas se culpabiliser. Il faut se dire, là, maintenant, eh ben, on est dans la reconstruction de son enfant, ou on est dans l'aider à... Et il ne faut pas chercher la cause, quoi. Je crois qu'il ne faut pas s'interroger, chercher la cause. Il faut les aider à... Votre fils aujourd'hui en est où? Il a entamé cette cure, c'est tout récent, il y a un mois. Oui, aujourd'hui même, il est parti quelques jours avec Pierre de Perceval. Qui est le prêtre en fait qui s'occupe de la luciole. Oui. Ils sont partis avec des jeunes comme Hugues se mettre au vert, voilà ce qu'il m'a dit. Et ça fait pas très longtemps, hein, ça fait un mois qu'il a contacté Pierre de Perceval. Nous sommes allés ensemble. Et, donc c'est très fragile, c'est tout pour démarrage. l'instant, c'est très fragile. C'est tout ce que je viens d'entendre de ce que m'a dit mon fils. C'est vrai que c'est très beau, mais moi, en tant que mère, maintenant, je me dis, j'aurais tellement envie que ça aille vite, la reconstruction. Mais c'est très, très lent. Je crois que c'est très vite. Ces jeunes plongent très vite dans cette dépendance, mais remontent très lentement. Vous évoquiez dans le sujet votre spiritualité, avec à la fois des interrogations, des rejets, puis en même temps une foi présente. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça a été quand même une aide, ou est-ce que vous êtes détaché de la foi à un moment ou à un autre? Je me suis un peu détachée de la foi, je dois le reconnaître, parce que c'est ma colère. C'est ma colère. Pourquoi tu n'aides pas mon fils? Pourquoi il faut qu'il réagisse? Et finalement, il y a un peu des deux. Je me détache et il y a quand même une présence près de moi pour m'aider à tenir, parce que en tant que parent, c'est extrêmement dur. Parce que Hugues a 22 ans aujourd'hui, et je suis en train d'aider un petit enfant à se reconstruire. Donc vous avez aussi la patience d'une mère oui. qui sait que ça va être long. Oui. Merci Véronique, je me tourne vers vous, docteur Serge Effès, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous un petit peu en quoi est-ce que la consommation de drogue, d'alcool est particulièrement sensible pour les adolescents, pour cette tranche d'âge? Parce que c'est l'âge auquel leur corps se transforme, c'est l'âge auquel ils se cherchent, c'est l'âge auquel ils cherchent à se détacher de leurs parents, de leur famille, c'est l'âge auquel justement, pour réaliser tout ça, ils se regroupent en bande, en groupe de pairs. Donc ils cherchent à expérimenter tout ça, à la fois le lien à l'autre, à la fois comprendre ces transformations corporelles, les supporter, trouver du sens à leur existence, se projeter dans l'avenir. C'est lourd, hein, c'est quelque chose de très difficile. C'est un peu, on dit souvent que l'adolescence c'est un peu une période de deuil. C'est vrai, il faut faire le deuil du petit enfant qu'on a été pour devenir cet adulte. Et donc c'est vraiment l'âge où on a envie de décompresser, on a envie d'expérimenter. Donc tout est là, présent pour ça, le cannabis, l'alcool, parfois des choses, l'ecstasy, enfin parfois des produits encore plus lourds. Hein. Malgré tout, on stigmatise pas mal le cannabis par exemple, contrairement à l'alcool. Là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que l'alcool est une drogue dure ou douce? Vous savez, il n'y a pas vraiment de drogue dure ou de drogue douce, il y a des usages durs et des usages doux de certains produits. Le cannabis et l'alcool en sont des bons exemples. Tout le monde sait que tout le monde consomme de l'alcool à petite dose, et que parmi tous ces consommateurs d'alcool, il y a des gens qui sont dans des problèmes de dépendance et des problèmes d'alcoolisme. Le cannabis pose à peu près les mêmes problèmes. Un jeune sur deux fumera, a fumé du cannabis, mais pour un petit nombre d'entre eux, comme apparemment votre fils, eh bien ça devient effectivement une drogue dure, une véritable dépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'existence de la personne, elle est centrée autour du produit, autour de ce que le produit lui apporte, autour de ce que le produit vient soigner aussi chez lui, hein, parfois une dépression,
émotions, une angoisse, un mal-être, des interrogations. Et ça devient, disons, le but principal de l'existence. Hein. Comment est-ce que vous aidez ces jeunes qui peuvent être face à ces situations vraiment addictives? Quel travail thérapeutique faites-vous avec eux? Alors moi, je fais justement beaucoup, et c'est d'ailleurs ce que j'écris dans mon livre, de la thérapie familiale. C'est-à-dire que je m'appuie beaucoup justement sur les parents, sur les familles, sur les frères et sœurs, pour travailler cette question de la dépendance, non pas parce que j'ai l'idée que c'est les parents qui sont responsables ou qu'il faut aller chercher dans la famille la cause du problème d'addiction, mais au contraire, parce que j'ai l'idée que c'est justement ça qui peut aider, comme vous l'avez montré, et que parfois, par rapport à ces questions-là, les parents adoptent des attitudes qui, plutôt qu'aider le jeune, ont plutôt tendance à l'enfoncer un petit peu dans sa problématique. Donc il s'agit, par exemple, soit trop de surveillance, trop d'intrusion, à un moment où justement le jeune il a besoin de trouver son indépendance, trop de rapprochés corporels, et à ce moment-là, le jeune il a plutôt envie de les repousser, et justement plutôt de prendre encore plus de produits pour pouvoir se dégager de ses parents, ou au contraire, trop d'indifférence. C'est les parents qui, sous des airs un peu faussement comme ça, c'est déjà un adulte, on va le laisser se débrouiller, qui donne à l'adolescent le sentiment qu'il le laisse complètement tomber dans le vide. Je dis ça, encore une fois, c'est pas pour stigmatiser les parents, c'est vraiment très difficile de trouver la bonne distance à l'adolescence. On a toujours le sentiment qu'on est trop près ou trop loin. L'adolescent, derrière, il a tendance à vous repousser ou à aller vous chercher, mais justement, en travaillant cette question-là, c'est-à-dire cette question du lien, cette question de la relation aux parents, eh bien, on regarde différemment, on déplace différemment la question de la dépendance aux produits. Alors comment est-ce que les parents doivent parler de drogue et d'alcool à leurs enfants? Est-ce qu'il faut en parler à l'âge où ils sont en mesure de pouvoir comprendre? Est-ce qu'il faut attendre que ça passe et voir s'il y a des questions qui sont soulevées? Qu'est-ce que vous préconisez, vous? Ni trop, ni trop peu. Hein. C'est un petit peu comme la bonne distance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, il faut savoir que c'est là, il faut savoir que nos adolescents, ils sont toujours environnés par l'alcool et du cannabis, au moins, si ce n'est pas d'autres produits, qui vont peut-être être amenés à en prendre, ou en tout cas qui vont être sollicités. Donc il faut affronter cette question telle qu'elle est, en parler avec eux, leur dire le sentiment qu'ont les parents par rapport à ça, et puis en même temps ne pas, que ça ne soit pas l'arbre qui masque la forêt. C'est-à-dire que le plus important avec un adolescent, c'est d'avoir un contact juste et vrai avec lui, où l'adolescent se sent en confiance, justement pour ni trop en dire, ni trop peu, c'est-à-dire pour pouvoir parler tout un tas de sujets intime avec ses parents, en respectant évidemment son intériorité. Et si ce lien existe avec les parents, la question de la drogue, elle va pouvoir se parler de la même façon. Très rapidement, de façon concrète, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, solliciter une aide psychologique pour des parents qui observent leur enfant évoluer? Comment est-ce qu'il faut gérer ce genre de situation? Toujours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir l'idée qu'on va pouvoir s'en sortir seul si on a le sentiment que l'adolescent est en train de couler, de se noyer. Oui, le problème, c'est qu'une aide psychologique, oui, mais une aide psychologique quand le jeune la refuse. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien justement, c'est là où les parents, et il y a peut-être quelque chose comme ça qui s'est passé avec vous, c'est que quand les parents se mobilisent, quand la famille se mobilise, eh bien on aide les parents à amener le jeune à se soigner ou à faire une demande. Si on utilise un peu la demande des parents comme un tremplin, comme une accroche, pour amener le jeune à demander quelque chose pour lui. Qui ne se fait pas de façon immédiate, évidemment. Non, c'est un travail. Hein. Merci docteur, et je me tourne à présent vers vous, Père, pour les dernières minutes de cette émission. Alors, vous êtes éducateur, vous avez animé, bien sûr, vous continuez à animer beaucoup de retraites et vous connaissez bien l'environnement des jeunes. Quel est votre regard, vous, sur ce qui a été entendu ce soir? Tout d'abord, j'ai été personnellement très très ému du nombre de jeunes que j'ai connus qui se sont adonnés à la drogue, et pour certains, ça les a conduits en clinique psychiatrique définitivement, ou au suicide, c'est-à-dire qu'ils se sont vraiment détruits. Il y a un livre d'ailleurs qui m'a beaucoup touché, c'est deux jeunes filles qui racontent leur itinéraire de drogués. Elles ont appelé leur livre « Satan qui vous aime beaucoup ». Je crois qu'il y a une destruction de soi-même là qui est terrible, et tout ce qu'on vient d'entendre montre à quel point c'est actuel, cette affaire-là. Et je salue tous ceux qui s'y consacrent, comme Pierre de Parseveau et bien d'autres.
que j'ai eu la chance de connaître. Je pense à une jeune fille qui est maintenant en maison psychiatrique depuis plus de 20 ans et qui me disait « Mais Stan, je me drogue parce qu'on va mourir. Il y a écrit le mot mort sur tous les visages que je croise et ça me met dans une angoisse intolérable et je n'arrive à me libérer de cette angoisse qu'avec la drogue. » Donc je pense qu'il y a un besoin spirituel qui est caché là. Marx disait que la religion était l'opium du peuple. Je crois que l'opium peut être un substitut de religion. Et je pense à Romain Rolland qui disait « Je ne puis dire à quel point mon époque était déicide, et comme mon âme était spontanément religieuse, c'est moi-même que l'on tuait. » Donc je crois que c'est toute cette civilisation hyper matérialiste qui faisait dire à Saint-Exupéry peu de temps avant de mourir « J'ai l'impression de marcher vers les temps les plus noirs du monde », c'est cette exclusion du spirituel qui crée cette tendance vers la drogue. Et comment vous aidez des jeunes justement qui vous parlent de leur désespoir, de leurs angoisses? Vous, en tant que prêtre, qu'est-ce que vous dites pour les guider? Ben, si la drogue est un produit de substitution par rapport à la foi, j'essaie de les conduire vers la foi. Et là, il n'y a pas 36 chemins, c'est de leur donner une image de Dieu qui soit respirable. Parce que si on croit que Dieu, c'est un magicien, si on croit que Dieu doit répondre à tous nos besoins, c'est foutu, ça. Ce Dieu-là, il n'existe pas. Dieu nous dit, au lieu de dire que je suis manchot, prête-moi tes mains. Dieu, il agit formidablement. Moi, je vous entendais, madame, dire, Dieu m'a peut-être laissé tomber. Non, il a agi par vous. Et peut-être que tout ce courage que vous avez eu et cette espérance, c'était lui qui, incognito, Einstein disait que le hasard, c'était le nom que Dieu prenait quand il voyageait incognito. Je crois que Dieu est discret, il ne veut pas s'imposer. Mais c'est peut-être lui qui, à travers votre tendresse, moi je croyais entendre la parabole de l'enfant prodigue en vous entendant, et notamment en disant je l'ai retrouvé, quoi. C'est la joie du berger qui a retrouvé sa brebis ou du père qui a retrouvé son enfant. C'est vous qui nous l'avez donné là, dans cette émission. En tout cas, moi je suis toujours bouleversé quand je vois des jeunes en quête du sens de leur vie. Vous en avez parlé, docteur, comme étant un des grands besoins des adolescents, je le crois. Si on ne leur offre comme sens de la vie que d'augmenter le produit national brut ou d'avoir un métier qui gagne bien, ça ne peut pas leur suffire, c'est pas possible. Et donc tout ce qui est de l'ordre de l'ennui, ils ne veulent pas de ça. Ils veulent quelque chose qui les transcende, quelque chose qui, lié aux autres par un but commun, nous respirons, disait Saint-Ex, qu'on mette les jeunes à faire quelque chose ensemble, qu'on les mobilise pour une tâche précieuse, qu'on cesse de ne leur donner que des mathématiques et du latin et autres produits qui sont peut-être aussi des drogues. Moi, je vous assure, dans la jeunesse que j'ai vécue, l'école était un pouce au crime et un pouce vers la drogue, tellement on se faisait suer. Et Maurice Clavel dit, mais qu'est-ce qu'on fait de notre âme, quoi? Si nos enfants n'avaient mal que de la poussée de leur âme, ou de Dieu même, qui sait. Et Clavel, je trouve, a très bien analysé ce phénomène de la drogue, dont il a beaucoup parlé, notamment dans un film qui s'appelle Le soulèvement de la vie. Et je crois qu'on ne fait pas assez pour lutter contre les causes de cette plaie qui va aller en s'amplifiant. Je ne suis pas prophète, mais je crois que le besoin de ce genre de truc va s'amplifier. Et maintenant, ça commence plus tôt. Il y en a de 13-14 ans qui se droguent. Merci Père, on vous retrouve très bientôt sur la famille en question. Avant de nous quitter, quelques livres sur ce thème, drogue et adolescence, réponse aux questions des parents d'Étienne Godet aux éditions de l'hôpital Sainte-Justine. Cannabis, les jeunes méritent la vérité du Père Bernard Galizia qui est paru aux éditions de l'Emmanuel. Alors c'est quoi la drogue, troisième ouvrage de Marie-Christine Douel, paru aux presses de la Renaissance. Et puis enfin, signalons la parution du nouveau livre Drogue et dépendance, édité par la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Vous y trouverez des informations sur toutes les drogues, le tabac, l'alcool, certains médicaments.
ainsi que des statistiques de consommation, des adresses utiles. Sachez que ce livre peut être commandé gratuitement en appelant le numéro de Drogue Info Service 0800 23 13 13. Ce numéro est gratuit. Enfin, quelques contacts d'associations, la Luciole dont nous parlions ce soir. Association familiale de lutte contre la toxicomanie. Son adresse 15 rue Philippe de Girard dans le 10e arrondissement à Paris. Téléphone 01 40 34 17 66. Et puis enfin l'adresse du site internet de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie www.drogue.gouv.fr. Un dernier mot avant de terminer cette émission. Nous lançons un appel à témoins pour une prochaine émission sur le thème « Les couples qui durent ». Quels sont leurs secrets? Nous cherchons un couple prêt à témoigner. Si le projet vous intéresse, ça vous fait rire, Père, ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter au 01 73 02 22 09. Nous attendons vos appels. Voilà, merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain numéro de La Famille en question.